Allez, on y va. Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cette séance de rentrée de l'AFDT sur l'actualité du droit social de l'Union européenne, donc un sujet très, très important. Les élections européennes sont un peu loin. On avait pensé à ce sujet à cette époque-là, mais évidemment, les questions qu'on va traiter aujourd'hui sont extrêmement importantes et d'actualité. Alors, avant de passer la parole à Antoine Lioncan, qui va introduire et présider cette séance, quelques informations. Vous les avez sans doute vues passer sur les réseaux sociaux de la FDT. Donc, mais je vais donner une autre information, parce qu'on a eu des petites difficultés de diffusion. Donc, pour ce qui est de la FDT, vous avez le 9 octobre à la Sorbonne une séance sur le rayonnement de la santé au travail, sur l'expansion du champ de la santé au travail, avec Emmanuel Wurtz, Hervé Lanouzière, Michel Ledoux et Frédéric Géat. On organise avec Muriel Fabre-Magnan un colloque, on va dire, un peu spécial, mais le droit du travail sera le cœur du colloque, sur les limites juridiques au pouvoir économique. Donc ça se veut un colloque interactif avec des personnes de toutes les disciplines, y compris avec des collègues étrangers. On va réfléchir tous ensemble sur des grandes thématiques liées au pouvoir économique, et ce sera introduit par Alain Suppiot. Alors, pour ce qui est de la séance de décembre, on est en train de la préparer. Vous savez, c'est la séance classique Cour de cassation, AFDT, ENM, INTEP, donc je vous en dirai un peu plus. Mais là, c'est quasiment ficelé. Le titre, c'est en gros, quels nouveaux horizons pour les questions de vie personnelle. Donc, évidemment, il n'est pas question de faire un colloque de plus sur la vie personnelle. On a vraiment fait très attention à ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir de nouveaux horizons. Alors, je rajoute un autre événement, mais l'un des deux intervenants est un pilier de la FDT. C'est la reprise du séminaire Penser le droit social de la Sorbonne, avec la séance inaugurale le 7 octobre, avec Yves Striou. C'est pour ça que je disais, il y a un personnage clé de l'histoire de la FDT. Alors, je n'étais pas là, mais j'ai compris que Yves Striou avait joué un rôle très important dans la FDT, et Jean-Pierre Lecrom. Donc ça, c'est le 7 octobre à la Sorbonne, pour ceux que ça intéresse. Voilà, j'en ai terminé. Donc je vais tout de suite passer la parole à Antoine Lioncan. Et je remercie infiniment donc, nos trois intervenants que vous connaissez tous. Je crois que c'est même pas la peine de vous les présenter. Donc, Antoine, je vous laisserai dire comment s'organise la séance, ce sera plus simple. Merci à tous. Merci beaucoup, Pascal. Alors, je présente quand même les intervenants. Ils sont très célèbres par leur nom, mais aujourd'hui, les visages, malheureusement, ne sont pas toujours aussi connus. J'ai à ma gauche, et il commencera, Nicolas Moisard, qui est professeur. Oui, il faut que je rapproche. Bon. Qui est professeur à l'Université de Strasbourg. Et à ma droite, donc à votre gauche, Tania Sachs, qui est professeure à l'Université de Paris-Nanterre. Le retour de l'Europe peut étonner. Pourquoi s'intéresser particulièrement aujourd'hui? Et je vais expliquer ça. On va tenter de l'expliquer, s'intéresser au droit social européen. Je ne pense pas que l'AFDT est organisée autour des questions européennes de réunions depuis quelques décennies. Je ne tenterai même pas de fixer des dates. Et je commence pour essayer d'attirer votre attention sur ce qui se passe entre
Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, puisque ce sont les sièges des institutions de l'Union européenne, je commence par évoquer en effet le rythme un peu paradoxal de production du droit social européen. Quand on dit droit social européen, on dit surtout, et on va ne parler que de cela, des directives. Des directives. Ça n'est pas, le droit social européen n'est pas réductible aux directives, mais nous ne parlerons que des directives. Si on regarde de longue durée la production des directives, l'apparition des directives, on est frappé d'abord par le faible nombre de directives jusqu'aux années 88-89, mais le rythme est alors dû à l'importance du thème de la santé et de la sécurité au travail. Après, dans les années 90 du siècle dernier, comme au début du XXIe siècle, très peu d'importantes directives et, curieusement, non pas un emballement, mais une production intense depuis 5 ou 6 ans. Et je vais donner, ne serait-ce que pour donner un tour plus concret à mon propos, la date et le thème des 7 ou 8 directives qui ont été produites, publiées depuis 2015-2016. Je vais même commencer en 2019 pour être plus actuel. Directive 1152 de 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles. Je ne commente pas parce que Nicolas va faire un petit rapport avec la directive dont il va parler, qui est de 2023. Directive 1058 de 2019 relative à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Directive sur le salaire minimum 1041 de 2022. Directive sur les femmes dans les conseils d'administration 2381 de 2022. Directive relative à l'amélioration des conditions de travail sur les plateformes. L'accord est conclu, la directive est imminente. Et j'évoque aussi la proposition de directive sur la révision de la directive sur le Comité européen d'entreprise, accord politique de 2024, et la directive sur le devoir de vigilance dont Tania parlera dans un instant. Alors, le rythme change. Pourquoi? C'est une question un peu mystérieuse. Et il faut passer par le contenu de ces directives pour peut-être comprendre ce changement dans le rythme de production des directives. Les thèmes, les objets des directives sont en général des objets très différents de ce qui préoccupe ce qu'on appelle le législateur français. Pourquoi? Parce que la majeure partie des directives dont j'ai cité au moins le numéro, sauf celle sur le devoir de vigilance, sont des directives qui marquent une sensibilité à la préoccupation de la vulnérabilité au travail et sensibles à la lutte contre toutes les formes d'inégalité, pas seulement les discriminations, les inégalités. Et les directives sont de consistance, de texture très différentes les unes des autres. Certaines affirment des règles générales, exemple sur le salaire minimum.
D'autres sont très détaillées dans leur texture. Exemple, celle dont Nicolas parlera dans quelques instants. Alors, si on revient à la question, pourquoi ce rythme différent? Pourquoi ces objets différents, objets assez éloignés des objets qui préoccupent le droit français des dernières années? Eh bien, j'ouvre avec une citation que je trouve très belle. C'est un texte de Mario Draghi, le super Mario, comme on l'appelle, en avril 2024. Et il dit ceci: « Nous avons délibérément poursuivi une stratégie visant à réduire nos coûts du travail, les uns par rapport aux autres, combinée avec une politique budgétaire procyclique. Cela a conduit à affaiblir la demande intérieure et à affaiblir notre modèle social. » Et d'ajouter, comme conclusion, le problème essentiel n'est pas que la compétitivité soit un concept erroné, c'est que l'Europe s'est trompée d'objectif. Je pense qu'il faut méditer cette phrase d'un homme qui a eu une grande importance dans la gestion des crises qui a traversé l'Europe et qui probablement, à travers le rapport qu'il vient de remettre à la présidente de la Commission, est appelé aussi à jouer un rôle assez important. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, en tout cas de la part de certains responsables, de l'erreur de stratégie de l'Union européenne depuis les années 2000-2005. Et peut-être le système de gouvernement de l'Europe est-il mieux à même de corriger ces erreurs d'objectif que ne l'est le système de gouvernement national? C'est l'hypothèse que je vous livrerai. D'habitude, on moque et on se moque du mode de gouvernement européen. Et pourtant, quand on réfléchit bien, il a vraiment des éléments d'équilibre, de capacité d'initiative qui manquent probablement au système national. Le Parlement européen est beaucoup plus sensible dans ses actes que ne l'est le Parlement français aux grandes valeurs auxquelles l'Europe est attachée. Et il est particulièrement attaché, par exemple, à, disons, la défense du monde vivant, de l'environnement, de la biodiversité. La Commission a un président qui ne peut commencer son mandat qu'investi par le Parlement européen. Et évidemment, il doit présenter un programme qui lui assure la majorité des votes au Parlement européen. Quant au Conseil, qui est le pilier supposé central, politique, plus politique encore que les deux autres institutions, le Conseil est très divisé. Et il l'est depuis maintenant longtemps, avec donc la nécessité de compromis. Voilà un gouvernement qui doit absolument arriver à des compromis. Et il est difficile, même pour les grands États, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, de s'opposer longuement à une initiative prise par la Commission, avec le soutien d'autres. Et surtout que ces initiatives, la Commission s'arrange pour qu'ils soient assez vite
avalisé par le Parlement européen. C'est donc un système de gouvernement, je le répète, apparu longtemps risible, en disant mais c'est très antidémocratique, c'est très lourd, c'est pachydermique, il n'y a pas d'initiative. En réalité, quand on voit la production des directives sociales, on se dit il est peut-être temps au moins de tempérer le jugement que l'on portait sur le mode de gouvernement dont l'Europe s'est dotée. Et nous allons en avoir un peu la démonstration à travers deux très importantes directives sur lesquelles l'esprit analytique et critique de Nicolas et de Tania nous sont très utiles. La directive de 2023, alors je vais donner le titre, sauf si... Oui, il est très long, je ne suis pas capable de... Visant à renforcer l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit, tout simplement. Bon, cette directive, la directive 2023-970, donc, comme toujours, du Parlement européen et du Conseil. Et ensuite, nous aurons une analyse et une évaluation de la directive sur le devoir de vigilance par Tania. Et j'indique tout de suite le mode d'emploi que je vous propose, entendre les analyses des uns et des autres, et après l'exposé de Nicolas, ouvrir un débat, pas forcément des questions, ça peut être des observations des uns et des autres, et nous passerons ensuite à la vigilance avec Tania, même chose, suivie de discussions, questions, observations. Nicolas, à vous. Merci beaucoup, Monsieur Lioncan. D'abord, merci à la FDT pour son invitation. Et vous l'avez dit, c'est une directive très détaillée. Alors, je vais en faire les grandes lignes et puis ça permettra d'échanger après. Effectivement, c'est une directive surprise. Ça fait partie de ces directives qui ont été adoptées rapidement. Directive surprise, un peu comme celle sur les salaires minimaux adéquats ou celle sur les plateformes. Cette directive dont je vais vous parler, elle doit beaucoup au Parlement européen, ça c'est une certitude, et elle doit beaucoup aussi d'ailleurs aux partenaires sociaux européens. La Confédération européenne des syndicats m'avait dit qu'elle avait été écoutée sur cette directive, davantage d'ailleurs que sur celle qui a été adoptée récemment sur les violences faites aux femmes, qui parle très peu du travail. Alors cette directive, qu'on va appeler transparence salariale, elle a trois objectifs. Tout d'abord, sur les concepts, faciliter l'application des concepts. Ensuite, accroître, et ça c'est le nerf, accroître la transparence des rémunérations. Et enfin, renforcer les mécanismes d'exécution. Donc là, c'est surtout un meilleur accès en justice des victimes. Cette directive, elle est un peu le bras armé d'une autre directive qu'on appelle la directive refonte, la directive 2006-54, qui est la grande directive qui a refondu les directives en matière d'égalité de traitement entre travailleuses, travailleurs, entre femmes et hommes. Sur ces trois points que je vais reprendre. Tout d'abord, les concepts. Et je vais le faire surtout à travers cette période particulière que nous connaissons en France, puisque cette directive n'est pas encore transposée et qu'il y a une interrogation sur la façon dont elle va être transposée. Alors ça y est, on a le ministre du Travail, et il y a des choix possibles. Vous savez que maintenant, on risque toujours en France une surtransposition. On verra ce que la France entend dans sa transposition. Sur les concepts, d'une part, la directive donne une définition riche, qui avait été déjà alimentée par la Cour de justice de l'Union, du travail de valeur égale. Vous savez, cette notion centrale pour l'égalité entre les femmes et les hommes au travail. Et d'ailleurs, elle rajoute un critère qu'on ne connaît pas dans le Code du travail français, dans la mise en balance, dans la pondération, qui est celui des conditions de travail. Ensuite,
elle fait entrer en France la discrimination intersectionnelle. Alors, on est sur une égalité femmes-hommes, là, hein, et l'Union européenne a des compétences limitées, donc intersectionnelles, au regard des seuls autres motifs qui relèvent de la compétence de l'Union. Hein, par exemple, l'âge, l'orientation sexuelle, les convictions, le handicap, je vais en oublier. Mais vous voyez, il y aura un choix aussi du droit français, du Parlement français, de savoir si on définit la discrimination intersectionnelle uniquement du critère du sexe avec les critères retenus par la directive, ou si on l'élargit à tous nos critères connus dans le Code du travail. On y fait rentrer aussi la notion de stéréotype, déterminante pour lutter contre les inégalités entre les sexes au travail. Et on définit la rémunération qui est beaucoup plus large, enfin beaucoup plus, qui est plus large que celle retenue dans l'index égalité, puisque on y prend les éléments variables, ce qui inclut aussi certains éléments comme les indemnités de retraite, les indemnités de licenciement, non retenus dans le cadre de l'index égalité. Voilà sur les concepts. Ensuite, l'autre élément très important, c'est la transparence. Alors là, la transparence qui s'applique très tôt. Déjà, au candidat à l'embauche, il a le droit de poser des questions sur la politique de rémunération, sur le niveau de rémunération sur le poste, avant qu'il soit recruté. Rémunération initiale ou fourchette des rémunérations, les dispositions pertinentes de la convention collective. Pourquoi ? Eh bien, cela vise à une négociation éclairée et transparente en matière de rémunération. On a là déjà un élément aussi très important pour l'inégalité entre les femmes et les hommes, puisque on sait, hein, que ce soit au niveau de la revendication de la rémunération lors de l'embauche ou de la proposition, qu'elle peut être plus basse. Deuxième élément, une information donnée à l'ensemble des travailleurs. Alors, il y en a deux types de ces informations. D'une part, des informations qui vont être mises à la disposition des travailleurs, notamment les critères qui sont utilisés pour déterminer la rémunération, les niveaux de rémunération, la progression de la rémunération des travailleurs. Donc ça, c'est des éléments importants de la politique de rémunération de l'entreprise qui vont être mis à la disposition des travailleurs indépendamment de leur demande. Vous entendez bien, j'ai dit les travailleurs. Je n'ai pas dit les représentants des travailleurs. Ce n'est pas mis à la disposition des élus du CSE. Ce n'est pas mis prioritairement à la disposition des organisations syndicales. C'est des travailleurs. Et ensuite, il y a d'autres informations plus sensibles qui peuvent être accessibles sur demande de ces travailleurs, notamment sur leur niveau de rémunération individuelle, sur leur niveau de rémunération moyen, ventilé par sexe, pour les catégories de travailleurs accomplissant, et j'insiste, ça aussi sera important, accomplissant le même travail ou un travail de même valeur que le leur. Ça, c'est une innovation en droit français, et l'employeur a un délai de 2 mois pour répondre. Le délai est raisonnable et 2 mois maximum. Vous aurez remarqué aussi qu'on parle des catégories, c'est pas anodin. Ça aussi, c'est très important. Mais là, vous voyez, on donne préférentiellement déjà des informations aux travailleurs. Et ces informations-là, elles vont s'élargir. Il y a d'autres informations qui vont être données au public cette fois-ci. Information aux candidats à l'embauche, information aux travailleurs de l'entreprise, et puis, grande transparence de la directive, information transmise au public. Il va y avoir des données relatives, et là on touche au cœur du sujet, des données relatives aux écarts de rémunération entre les sexes qui vont être transmises par les entreprises à un organisme dit de suivi et qui vont être collectées par cet organisme et qui devront être mises à disposition du public. On va, dans l'esprit de la directive, pouvoir faire des comparaisons entre entreprises sur leur politique salariale, des écarts de rémunération. Et si cet écart... alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les représentants des travailleurs vont avoir accès à la boîte noire, ils vont avoir accès
à la façon dont l'employeur calcule ces écarts et à sa méthodologie. Si ces données révèlent au moins 5% d'écart des rémunérations entre les femmes et les hommes, là, les représentants des travailleurs arrivent. Il y a ce qu'on appelle une évaluation conjointe. C'est un examen avec davantage d'informations qui peuvent être demandées par les représentants des travailleurs. Et on retrouve un peu l'esprit des directives. C'est évaluation conjointe, en collaboration avec les représentants des travailleurs. Donc il n'y a pas simplement une information ou une consultation, mais un travail en commun pour essayer d'analyser d'où viennent les écarts et d'y mettre fin. Et apparaissent toujours en arrière-plan d'autres acteurs. Là, il y a les représentants des travailleurs, mais ça peut être aussi le défenseur des droits. Bon, dans la directive, on dit l'organisme pour l'égalité de traitement et l'inspection du travail. Il y a toujours la possibilité, même lors de cette évaluation conjointe, d'intégrer le défenseur des droits pour la France. Cette directive donne davantage de pouvoir encore à cet organisme pour l'égalité de traitement. Voilà pour cette transparence qui, vous voyez, qui ne privilégie pas simplement un accès aux élus de l'entreprise, du CSE, mais vraiment information donnée à tous. Et quelque part, qui est intéressante parce qu'elle donne un pourcentage d'écart de rémunération et pas comme l'index égalité, un nombre de points. Ça parle, un pourcentage quand même. J'en termine sur la consolidation de la voie contentieuse. Alors, comme beaucoup de directives, l'Union estime qu'il faut des procédures facilement accessibles aux plaignants. Elle rappelle, alors elle parle de renversement de la charge de la preuve. Cette fois-ci, on parle de renversement, bon, avec une disposition qui n'est pas extraordinaire, puisqu'elle minore les manquements de l'employeur quelquefois, lorsque c'est notamment pas intentionnel, mais ça, on aurait pu sans l'éviter. Elle donne deux informations importantes par rapport au cercle de comparabilité. Vous savez que c'est une des résistances du droit français. La directive permet la comparaison, y compris si ce n'est pas dans la même entreprise. Il suffit que la règle émane d'une source unique qui peut concerner des travailleurs, y compris émanant de personnes morales distinctes. Et puis la directive également permet ce qu'on appelle la comparaison hypothétique, lorsqu'aucune personne de référence réelle ne peut être trouvée. Elle prévoit des règles assez proches du droit français sur l'accès aux preuves, des règles importantes aussi sur la prescription, qui ne peut pas être inférieure à 3 ans. Et puis, j'insisterai là-dessus pour terminer, avant qu'on discute, une meilleure couverture des préjudices, et je sais que mon voisin de droite y est sensible. L'Union impose une réparation intégrale du dommage, et elle explicite la nature de cette réparation. On n'est pas là simplement pour indemniser la perte de rémunération, mais la directive va dire une indemnisation pour les opportunités manquées, le préjudice moral, tout préjudice causé par d'autres facteurs pertinents, dont peut notamment faire partie la discrimination intersectionnelle, ainsi que des intérêts de retard. Là, donc, c'est vraiment très large. Et sur les sanctions, ce ne sont pas des formules vides. Le droit de l'Union dit toujours qu'il faut que ce soit des sanctions effectives. La directive dit qu'il faut qu'elles soient effectivement appliquées dans la pratique et qu'elles soient dissuasives, y compris par des amendes. Et au regard, alors je ne sais pas, peut-être que certains m'aideront, mais au regard, je ne sais pas, moi, en France, quelles sont les sanctions. Nulle part est affiché, même pas forcément le nom des entreprises, mais le nombre de sanctions infligées par an parce qu'il n'y a pas eu d'accord ou de plan unilatéral d'action sur l'égalité ou à cause de l'index d'égalité salariale. Donc on a une préoccupation de l'Union pour qu'on sanctionne, pour permettre l'égalité. Et j'en terminerai pour vous dire que, outre le fait que cette directive va aider, finalement, grâce à cet organisme de suivi, à collecter un certain nombre d'informations et avoir des repères objectifs, va aider au contentieux tout de même.
L'esprit de la directive, c'est aussi une collaboration entre les acteurs. Et c'est toujours les salariés qui peuvent se faire appuyer par le représentant des travailleurs, qui peuvent se faire appuyer par le défenseur des droits, par l'inspection du travail, et aussi le rôle de l'autorité publique. Pour la première fois, une directive nous dit que l'État devra mettre à la disposition des partenaires sociaux des outils permettant d'avoir une méthodologie du travail de valeur égale. Ça, c'est quand même très complexe à mettre en place au niveau des branches et des entreprises. Il relèvera de l'État, de la puissance publique, de mettre à la disposition des partenaires sociaux des outils. Et donc, chacun aura ses responsabilités dans la mise en œuvre. Voilà sur la présentation globale. Merci beaucoup, Nicolas, pour nous avoir fait pénétrer dans cette directive, qui est en effet très, très précise, détaillée. Comme si, en ce domaine, les efforts qui avaient été faits auparavant sur l'égalité des travailleurs et des travailleuses n'avaient pas porté leurs fruits. Et donc, là, il y a une sorte de mouvement pour dire ne laissons pas trop de place à des chemins trop divers. Il faut, même si, par exemple, je prendrais le cas de la prescription, on sent le soin avec lequel le texte sur la prescription a été rédigé, mais il laisse encore aux États membres des choix. Je serais tenté de donner le délai de prescription. Chacun sait que en matière de prescription, le problème, c'est pas tellement le délai, mais le point de départ du délai de prescription. Et là, visiblement, les auteurs, au pluriel, de la directive connaissent à merveille le sujet, mais ils laissent les États membres un peu choisir. Les États membres veilleront à ce que les règles nationales applicables au délai de prescription pour introduire un recours en matière d'égalité déterminent quand ce délai commence à courir, sa durée et les circonstances dans lesquelles il peut être suspendu ou interrompu. Les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que le plaignant n'ait pris connaissance de la violation ou qu'il puisse raisonnablement être supposé en avoir connaissance. Ça, pour les Français, c'est assez compréhensible. Mais là, on sent une petite hésitation. Les États membres peuvent décider, sont tenus peuvent décider que les délais de prescription ne commencent pas à courir alors que la violation est en cours, ni avant la fin du contrat de travail ou de la relation de travail. Donc la solution qui est esquissée par le droit français n'est pas une sorte de solution qui est imposée à l'ensemble des États membres. Ils peuvent décider. Or, comme ceux qui connaissent bien ce contentieux des discriminations, cette question est tout à fait centrale. C'est bon, vous m'entendez? Bonsoir à tous. Je vais commencer par les rituels, mais très sincères remerciements à la FDT et à son président Pascal Lequiec de m'avoir invité pour parler de ce thème que je trouve très important. Mais je ne suis pas la seule, heureusement, à le trouver très important. Même si on ne va pas parler directement de droit du travail, parce que le devoir de vigilance déborde les questions de droit du travail, on va quand même retrouver à travers la vigilance la question de la protection des droits des travailleurs, et notamment la protection des droits des travailleurs dans ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Je reviendrai sur cette expression, chaîne de valeur. On parle plus communément des multinationales. La loi dont on va parler là, c'est une loi qui vise à discipliner les multinationales, à les responsabiliser pour les incidences négatives, je reprends les termes ici de la directive, les incidences négatives qu'elles produisent elles-mêmes
ça c'est un chef de responsabilité assez classique, qu'elles produisent elles-mêmes, mais pas seulement, que produisent aussi leurs partenaires commerciaux ou leurs filiales. Et c'est là où est l'innovation de la directive vigilance, mais avant elle, de la loi française. Je reviendrai sur cette filiation. Alors, attendez, hop, voilà. Donc, je vais d'abord essayer de revenir sur la genèse de cette directive. Il me semble que la directive repose sur un double diagnostic, puis son inspiration dans un double diagnostic. D'abord, l'insuffisance des mécanismes volontaires de responsabilité sociale des entreprises. Bien que le tissu normatif de la responsabilité sociale des entreprises se soit nettement enrichi ces dernières années, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a des normes aussi variées que les principes de RUGI au niveau international ou des codes de bonne conduite au niveau des entreprises, ou les labels, ou les normes ISO. On a donc un tissu normatif assez riche, mais qui manque d'effectivité et qui manque d'efficacité. Ça, c'est le premier diagnostic. Il en résulte un second diagnostic, c'est que le pouvoir des multinationales échappe au contrôle. Il échappe au contrôle parce que les multinationales se jouent aussi bien des frontières sociétaires que des frontières nationales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elles se jouent des frontières sociétaires en scindant une chaîne de valeur, une chaîne globale de valeur, une chaîne d'activité, je reviendrai sur ces termes, en plusieurs sociétés, des filiales, des sous-traitants, des fournisseurs. Et puis chaque membre de cette chaîne est responsable pour ses propres activités, pour les propres incidences négatives qu'il crée, pour les externalités négatives, diraient des économistes, mais il n'y a pas de responsabilité de la tête de file de cette chaîne de valeur. Donc la multinationale. Donc la multinationale joue avec les frontières sociétaires. Et puis elle joue avec les frontières nationales en localisant la production dans des pays moins exigeants en termes de normes sociales et de normes environnementales. Donc, face à cette ingénierie des multinationales, eh bien, le droit cherche des solutions pour les responsabiliser. Il me semble que la directive poursuit un triple objectif de responsabilisation. D'abord, elle cherche à faciliter la réparation des préjudices, une fois que ces préjudices sont intervenus. Donc une responsabilité ex post, et c'est bien précisé dans la directive que les États membres doivent s'assurer de la possibilité pour les victimes de ces incidences négatives de pouvoir agir en justice. Mais elle vise aussi, cette directive, à une responsabilisation ex ante avec une logique de prévention, la diffusion d'une logique de prévention des risques, de prévention des incidences négatives tout au long de la chaîne de valeur. J'insiste sur cette double face, responsabilité ex post et responsabilisation ex ante, parce qu'il me semble que c'est vraiment l'ADN du devoir de vigilance que d'allier les deux. J'insiste sur ce point parce que certains veulent tirer le devoir de vigilance plutôt vers la responsabilisation ex ante, pour ne pas trop déranger les multinationales avec une responsabilité ex post. Donc cette alliance, ce double objectif est important. Et puis la directive a cette particularité d'essayer aussi de mettre les grandes entreprises, les multinationales, de placer leur politique sur une trajectoire climatique satisfaisante. Il y a donc un lien entre une certaine partie du contenu de la directive et les objectifs portés par l'accord de Paris, puisque certaines entreprises doivent mettre en place un plan de transition écologique dans le cadre du devoir de vigilance. Je ne vais pas trop insister sur ce point parce qu'on s'éloigne quelque peu de la protection des travailleurs, quoique ça peut se discuter. Ce qui est intéressant dans la directive, en tout cas, c'est de tenir les deux bouts, aussi bien les droits sociaux que l'environnement. Vous voyez, l'objectif de la directive est très ambitieux. Et pour atteindre cet objectif, ça va prendre du temps, dans tout état de cause, pour atteindre ces objectifs, mais pour atteindre ces objectifs, il faut une instrumentation juridique innovante. Et je prolongerai ce qu'a dit Sylvaine tout à l'heure. La directive est intéressante, notamment avec la mise en avant de nouvelles catégories, notamment la catégorie de chaîne d'activité, qui me semble très intéressante, sur laquelle
nous, travaillistes, nous n'avons pas encore assez travaillé, nous n'avons pas assez exploré. Donc une catégorie, la chaîne d'activité, on a travaillé sur l'entreprise par rapport à la société, on a travaillé sur le groupe, mais nous n'avons pas encore assez exploré cette catégorie juridique qui est la chaîne d'activité. Et puis il y a une autre catégorie qui me semble intéressante, qui est celle de politique d'entreprise. Alors là, je fais écho à une préoccupation d'un de mes collègues nanterrois, Cyril Volmar, qui a publié un article dans la RDT sur les politiques d'entreprise, sur l'émergence de cette catégorie, et ça renvoie aussi à des travaux menés par un doctorant à Nanterre, Antonin Schultz. Alors, je reviendrai sur ces deux catégories juridiques qui me semblent intéressantes et qui me semblent témoigner du fait que pour se saisir de ce pouvoir des multinationales, eh bien, il faut inventer des nouvelles catégories juridiques. Avant d'entrer plus avant dans la logique du dispositif, je voudrais insister et prolonger là encore ce que disait Sylvaine, sur le fait que la directive est empreinte du souci d'effectivité et d'efficacité, le droit de la réalisation du droit, ce que disait Antoine tout à l'heure. Le terme effectivité et efficacité revient à de multiples reprises. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que ce devoir de vigilance soit effectif et voire efficace. Alors, la genèse de la directive réside dans certaines expériences normatives qui l'ont précédée. Alors d'abord, il y a un contexte européen. Le contexte européen, c'est notamment l'adoption quelques mois auparavant de la directive sur le reporting non financier, sur l'obligation pour les entreprises de rendre compte de leurs performances extra-financières. Ce n'est pas l'objet de ma présentation, mais cette directive CSRD est extrêmement importante parce qu'elle renouvelle profondément les informations que doivent publier les entreprises sur leurs performances extra-financières. En quoi les renouvelle-t-elle cette obligation de publication? Les entreprises ne doivent pas seulement rendre compte des risques que la détérioration de l'environnement produit sur elles, par exemple, mais elles doivent publier des informations sur les risques qu'elles produisent sur l'environnement. C'est ce qu'on appelle la double matérialité de l'information extra-financière. Je n'ai pas le temps d'insister sur ce point, mais c'est une avancée importante. La directive européenne a puisé son inspiration dans des expériences nationales. J'en citerai deux. La loi française sur le devoir de vigilance, qui est pionnière en la matière, qui a été adoptée en 2017 et qui a sans conteste constitué un modèle par rapport auquel se sont situés les négociateurs au niveau européen. Alors, la loi française a inspiré les discussions au niveau européen, mais il faut souligner d'emblée le rôle très ambigu que la France a joué dans le processus d'adoption de la directive. Pour mémoire, donc la directive a été adoptée en 2017, en mars 2017. La loi a été adoptée en mars 2017, donc sous la présidence de François Hollande avec un ministre de l'économie qui était alors Emmanuel Macron. À l'époque déjà, Bercy s'opposait beaucoup à l'adoption de la loi française. La loi française a quand même été adoptée. Au moment où la loi française a été adoptée, certaines critiques ont dit « Oh là là, mais c'est un désavantage concurrentiel pour les entreprises françaises ». À cela, les promoteurs de ce dispositif, et notamment le député Potier, disaient « Oui, mais notre ambition, c'est que ce dispositif se répande, notamment au niveau européen, et alors il n'y aura plus de désavantages concurrentiels pour les entreprises françaises. » Soit. La discussion commence au niveau européen en 2020-2021, je crois, peut-être un peu avant même. Et là, la France n'a pas joué un rôle favorable pour l'adoption de la directive, ce qui est assez paradoxal. Et même la France a failli faire capoter l'adoption de la directive à la toute fin. On a dû s'y reprendre à 2 fois pour que finalement la directive soit adoptée. Je ne sais pas trop comment interpréter ce frein français, puisque nous avons quand même la loi française. Est-ce que l'idée, c'était de dire, si on n'a pas de directive européenne, c'est un motif pour essayer d'affaiblir la loi française? Je ne sais pas. En tout cas, les Français n'ont pas œuvré pour l'adoption de la directive.
La deuxième expérience nationale que je voulais mentionner, c'est la loi allemande. Il y en a d'autres, hein, il s'est passé des choses en Hollande, il s'est passé des choses en Espagne. Pourquoi je mentionne ces deux modèles? Parce qu'ils sont très différents et la directive essaye de faire un mixte des deux. J'y reviendrai lorsque je rentrerai dans les détails de la directive. Et puis, l'inspiration de la directive a été trouvée dans des réglementations européennes sectorielles en matière de bois et de chaînes d'approvisionnement de minerais de conflit. J'entre pas dans le détail, je voulais juste le signaler pour ceux qui voudraient aller voir. Je voudrais insister sur la ratio legis du devoir de vigilance. Ce que je dis là est vrai pour le droit français, mais est aussi vrai pour la norme européenne. La norme européenne reconnaît, à travers la directive, on reconnaît l'existence d'un pouvoir d'influence à l'intérieur des chaînes de valeur. Il y a donc une reconnaissance juridique de ce pouvoir qu'exerce la tête de file de la chaîne d'activité sur les membres de la chaîne d'activité, c'est-à-dire les filiales, les sous-traitants et les fournisseurs. On voit des traces de la reconnaissance de ce pouvoir, notamment par exemple, dans le point 34 du préambule, où il est précisé, je cite, que les entreprises devraient être tenues d'utiliser leur influence pour contribuer à garantir des conditions de vie adéquates dans les chaînes d'activité. Donc il y a une reconnaissance juridique de cette influence. Ça n'a l'air de rien, mais c'est beaucoup, puisqu'on sait qu'en droit des affaires, la logique, c'est l'égalité entre toutes les entreprises et l'autonomie des personnes morales distinctes. Donc la reconnaissance de cette influence, ça n'est pas rien. Il y a donc reconnaissance de cette influence qui va déterminer la sphère de vigilance, mais il n'y a pas on ne perce pas le voile de la personnalité juridique. C'est-à-dire que la loi, la directive, ne dit pas on va faire comme si la chaîne d'activité est un tout, comme si elle n'était pas composée de personnes juridiques distinctes. Non, la directive repose sur cet équilibre de reconnaître le pouvoir d'une tête de file sur les membres de la chaîne de valeur, sans pour autant nier l'existence de personnalités juridiques distinctes. Et de ce fait, le devoir de vigilance doit vraiment être interprété comme une contrepartie de cette influence que la tête de file exerce sur la chaîne d'activité. Et c'est là qu'on voit émerger cette nouvelle catégorie juridique qui est la chaîne d'activité, qui est définie dans la directive. Je reviendrai sur ce point. Deuxième chose qui me semble importante pour comprendre la ratio legis du devoir de vigilance, c'est que la directive se montre très perméable aux normes de gestion. Alors, on le voit dans le lexique emprunté, dans le lexique utilisé qui est justement emprunté aux sciences de gestion. On parle par exemple dans la directive de parties prenantes. Et là encore, les parties prenantes accèdent pleinement à la vie juridique puisqu'elles sont définies dans la directive. Partie prenante, c'est un vocabulaire usuel en sciences de gestion et dans le monde des affaires pour désigner les personnes dont l'intérêt est affecté par l'activité de l'entreprise. Donc on a un emprunt au lexique de la vie des affaires. Et puis, dans la directive, on a un emprunt même à la pratique des affaires. Par exemple, il est prévu que la tête de file peut exercer sa vigilance sur ses partenaires commerciaux à travers des clauses contractuelles. Bien, ce sont des pratiques que l'on observe déjà. Ce sont des pratiques que l'on observe déjà et a déjà été mis en place un groupe d'experts qui est en train de rédiger ces clauses types, des clauses types qui vont être utilisées pour la mise en œuvre du devoir de vigilance. Cette porosité aux normes de gestion me paraît très importante parce qu'elle montre que le devoir de vigilance, c'est à la fois une révolution et à la fois pas du tout une révolution. Ce n'est pas une révolution parce qu'il y a un emprunt dans la directive à ce qui se pratique déjà, notamment à travers la responsabilité sociale des entreprises. Et c'est à dessein, je pense, que aussi bien le législateur français que le législateur européen a voulu se situer dans la continuité de la pratique pour faciliter
l'implémentation du devoir de vigilance dans les entreprises. Donc, d'un côté, le devoir de vigilance n'est pas en rupture avec la pratique. Mais d'un autre côté, au regard de ce que je vous ai dit ici sur la double logique de responsabilisation ex ante et ex post, le devoir de vigilance est une révolution juridique. Donc c'est à la fois un outil qui se situe dans la continuité de ce qui se fait et un outil révolutionnaire. Révolutionnaire, c'est peut-être un bien grand mot, mais quand même. Alors, je vais revenir plus précisément sur le contenu de la directive en 3 temps, en évoquant le domaine de la vigilance, la mise en œuvre du devoir de vigilance et le contrôle de la vigilance. Alors, le domaine de la vigilance, pour déterminer qui sont les débiteurs du devoir de vigilance, la directive combine 2 critères, le chiffre d'affaires et les effectifs. En cela, elle se distingue de la loi française qui ne repose que sur des critères d'effectifs. Alors, il y aura une installation progressive de la directive. À terme, il faut que ce soit des entreprises qui ont au moins 1000 salariés et au moins 450 millions de chiffre d'affaires. Il est intéressant que ces critères s'apprécient au niveau de l'entreprise ou au niveau du groupe, c'est-à-dire de la société mère et de ses filiales, le cas échéant. Un point important, et qui là, à mon sens, est une innovation majeure, par exemple, par rapport à la loi française, c'est que sont aussi débiteurs du devoir de vigilance des entités qui n'ont pas leur siège dans l'Union européenne, mais qui réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 450 millions d'euros au sein de l'Union européenne. Alors, c'est important parce que ça veut dire que des entreprises chinoises, des entreprises américaines, des entreprises canadiennes qui réalisent ce chiffre d'affaires dans l'Union européenne seront soumises au devoir de vigilance. Ça s'explique, à mon sens, par le fait que cette directive est conçue, et j'y reviendrai, comme un instrument de régulation de la concurrence. S'agissant des domaines d'activité, tous les domaines d'activité sont couverts. Cette question a donné lieu à un débat très très long au niveau européen, notamment la question du secteur financier. La question était de savoir, est-ce que le devoir de vigilance s'applique au secteur financier quant au projet qu'il finance? La France s'y est opposée, et la France a gagné sur ce point. L'Allemagne aussi s'y est opposée, et donc le secteur financier est exclu du devoir de vigilance. Ça veut dire que les banques doivent être vigilantes au regard de leurs activités en interne, mais pas au regard des projets qu'elles financent. Donc elles peuvent continuer à financer des projets qui polluent, des projets qui portent atteinte aux droits humains, etc. D'accord ? Donc alors, à terme, il a été estimé qu'il y a environ 5500 entreprises qui seront débitrices du devoir de vigilance. Après avoir déterminé les débiteurs, il faut savoir quel est le domaine de la vigilance. Alors, le domaine de l'entreprise dominante doit exercer sa vigilance sur ses filiales et également sur ses partenaires commerciaux directs et indirects, c'est-à-dire ses sous-traitants et ses fournisseurs. C'est-à-dire que toute la panoplie des types de partenariats est ici visée, des liens capitalistiques comme des liens contractuels. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est l'idée que ça concerne aussi bien les partenaires directs que les partenaires indirects. C'est-à-dire que la vigilance s'exerce à l'égard du fournisseur, qu'elle s'exerce aussi à l'égard du sous-traitant du fournisseur. Donc elle s'exerce sur des rangs N-1, N-2, N-3, N-4, etc. Évidemment, la question est tout de suite de savoir où s'arrête le domaine de la vigilance. Jusqu'où va-t-on considérer que la société dominante doit exercer sa vigilance? Alors, c'est là où apparaît la notion de chaîne d'activité. Dans la directive, il est distingué 2 aspects de la chaîne d'activité. Les partenaires commerciaux en amont, c'est-à-dire tous les partenaires commerciaux qui interviennent dans la production de biens, dans la prestation de services, c'est-à-dire dans la conception, l'extraction, l'approvisionnement, la fabrication, etc. Donc ça, c'est en amont.
Et puis, il y a la chaîne d'activité en aval qui concerne tout ce qui est distribution, transport, stockage. Ça, c'est la définition de la chaîne d'activité. Quant à savoir où s'arrête la chaîne d'activité, il me semble qu'on va avoir là deux manières de raisonner. Soit, et c'est à mon avis l'interprétation qui résulte de certains termes de la directive, mais ce n'est pas l'interprétation la plus favorable, soit on considère que la vigilance s'exerce là où elle peut s'exercer. C'est-à-dire que l'entreprise est débitrice de la vigilance là où elle arrive à être vigilante, là où elle parvient à être vigilante. De sorte que si un dommage intervient chez un sous-traitant de rang N-3 et qu'elle dit « mais regardez, le sous-traitant de mon sous-traitant, comment voulez-vous que je sois vigilante à ce niveau-là » Donc elle pourrait éventuellement se dégager de son devoir en disant « je n'avais pas les moyens d'être vigilante ». Ça, c'est une interprétation possible. Et il me semble, notamment le point 34 que je vous ai lu tout à l'heure, où si l'entreprise montre qu'elle n'exerce pas d'influence, encore faut-il s'entendre sur ce que c'est que cette influence, alors elle n'est pas débitrice. Ça, c'est une interprétation, mais qui est une interprétation finalement peu exigeante du devoir de vigilance, puisqu'il sera facile pour l'entreprise de dire bah, je peux pas être vous ne pouvez pas exiger de moi que je sois vigilante alors que je n'ai pas les moyens de la vigilance. L'autre interprétation, une interprétation plus forte, plus exigeante du devoir de vigilance, c'est d'essayer de dire bah, la chaîne d'activité doit être à la mesure de la vigilance que peut exercer une entreprise. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas étendre sa chaîne d'activité au-delà de sa sphère d'influence. Autrement dit, par exemple, elle pourrait introduire des clauses auprès d'un sous-traitant pour interdire la sous-traitance, exiger du sous-traitant qu'il exécute lui-même la prestation. On a ce type de clause dans des contrats de marché public, où la puissance publique interdit au sous-traitant privé de sous-traiter lui-même la prestation. Ça n'est que cette interprétation plus exigeante du devoir de vigilance qui donnera au devoir de vigilance un véritable pouvoir transformateur des chaînes de valeur. Donc on a vu les débiteurs, le domaine, sur quoi doit porter la vigilance. Le vocabulaire utilisé dans la directive est celui des incidences négatives. Je ne suis pas sûre que ce terme mérite que je m'y attarde. Cette expression, elle parle d'elle-même. Simplement donc pour souligner que les incidences négatives peuvent porter sur les droits humains, y compris ceux des travailleurs, mais pas exclusivement les travailleurs. On a déjà de nombreux contentieux qui portent sur des droits humains, notamment par exemple le contentieux Total en Ouganda, qui porte par exemple sur les droits de propriété, puisque des milliers de personnes ont été expropriées pour permettre à Total de mener son projet à bien. Donc c'est les incidences négatives sur les droits humains, pas exclusivement les droits sociaux, mais bien sûr les droits sociaux. Et vous avez dans la directive une annexe qui liste les droits fondamentaux sur lesquels porte la directive, et les principaux droits fondamentaux de droit du travail sont mentionnés. Il me semble très important de souligner que ça n'est pas une directive de protection de droits du travail, parce que c'est souvent une critique qui lui est faite. On dit, oh, c'est ça, vous allez demander aux entreprises françaises de s'assurer qu'il y a les 35 heures au Bangladesh. Ah non, c'est pas ça c'est pas ça le devoir de vigilance. Le devoir de vigilance, c'est que l'entreprise française doit s'assurer que les droits fondamentaux des travailleurs au Bangladesh ne sont pas violés. Donc, c'est important de faire la distinction protection des droits fondamentaux et pas de l'ensemble du droit du travail. Et puis, évidemment, il y a un aspect environnemental et encore plus de transition écologique. Alors, en quoi consiste la vigilance? Comment est mise en œuvre la vigilance? Alors apparaît dans la directive cette expression que j'ai déjà relevée tout à l'heure, celle de politique de vigilance.
l'entreprise doit mettre en place une politique de vigilance. Alors, pour le coup, l'expression politique n'est pas définie dans la directive. L'expression est utilisée, mais elle n'est pas définie. Et je me réfère ici à la définition proposée par Cyril Volmark, selon lequel donc la politique, c'est un ensemble d'actes, de décisions, de choix, de pratiques et de normes, s'étalant dans le temps, ordonnées à une fin déterminée, et ce, dans un champ préalablement identifié d'action. Cette définition colle parfaitement avec l'idée de politique de vigilance, puisqu'on a bien cette idée d'étalement dans le temps, orientée vers un objectif de prévention. Et la vigilance aussi repose sur un arsenal d'instruments très variés, et c'est ce que met en avant Cyril Volmark dans sa définition. Et donc il faut une politique de vigilance. Et la directive ajoute que cette politique de vigilance doit s'imbriquer avec les autres politiques de l'entreprise. Ce terme de politique, je le trouve vraiment intéressant parce que lorsqu'on lit la directive, on voit que l'entreprise est considérée même comme un être politique. On lui reconnaît un pouvoir, on considère qu'elle doit mettre en œuvre une politique comme un État. Et il y a cette dimension de reconnaissance de la dimension politique des entreprises. Cette politique de vigilance connaît plusieurs étapes. Il s'agit d'abord d'identifier, d'évaluer et, très important, de hiérarchiser les incidences négatives réelles et potentielles. Cette hiérarchisation est extrêmement importante. C'est peut-être un des aspects qui distingue le devoir de vigilance des pratiques de RSE, où dans les pratiques de RSE, il y avait une exposition des risques sans véritablement une hiérarchisation, puisque le reporting extra-financier dans le cadre de la RSE n'était pas inscrit dans une politique, c'est-à-dire orienté directement vers un objectif de prévention. Donc la hiérarchisation est extrêmement importante parce que c'est ce qui va permettre aux interlocuteurs des directions d'entreprise de dire « Attention, là, il faut mettre l'accent sur tel risque dans tel pays ». Donc, identification et hiérarchisation des risques, prévention et atténuation des incidences négatives. Donc là, c'est la deuxième étape qui consiste à élaborer des process, à mettre en place des instruments, à modifier les conditions de production pour atténuer les incidences négatives. Le souci de l'effectivité et de l'efficacité justifie la mise en place de mécanismes d'alerte et de notification. Là encore, j'insisterai sur un point, l'importance de ces mécanismes d'alerte et de notification, parce qu'il y a bien l'idée que la vigilance, c'est l'affaire de tous. C'est évidemment un devoir de la direction de l'entreprise, des directions d'entreprise, je devrais dire, de la chef de file de la chaîne de valeur, mais c'est aussi une affaire qui concerne toutes les parties prenantes. Et la diffusion des informations, l'existence de mécanismes d'alerte permet de nourrir l'identification et l'évaluation des risques. D'accord ? Donc, c'est vraiment très important, cette publicité, pour faire de la politique de vigilance un espèce de dispositif 360. On parlait de ça quand on parlait de l'évaluation 360 degrés des salariés. Eh bien là, il y a bien cette idée. Il y a bien cette idée. Et puis, il faut donc, la politique de vigilance doit contenir des dispositifs de suivi et des indicateurs toujours pour suivre l'implémentation, pour essayer de s'assurer de l'effectivité et de l'efficacité ou, si c'est inefficace, de pouvoir y remédier à cette inefficacité. Point très important, quels sont les acteurs de cette mise en œuvre? Comment se construit la politique de vigilance? En droit français, le législateur a signifié que le plan de vigilance, puisque c'est l'expression utilisée en droit français, pouvait se faire avec les parties prenantes, mais ce n'est qu'une simple faculté, en aucun cas une obligation. Et ce qu'on constate, c'est que les études menées par les ONG ont montré que la plupart des plans de vigilance sont faits par les directions d'entreprise.
la direction compliance de l'entreprise dominante envoie des questionnaires auprès des fournisseurs, auprès des sous-traitants, auprès des filiales, pour recueillir une information. Et donc, c'est souvent le dialogue entre directions d'entreprise qui conduit à la confection du plan. Alors évidemment, le CSE peut intervenir en droit français dans le cadre des procédures d'information consultation récurrente, mais on ne peut pas dire aujourd'hui, et on est 7 ans déjà après l'adoption de la loi, on ne peut pas dire que ce soit développé un dialogue social sur la vigilance en France. On peut plutôt avoir un constat déceptif sur ce point. La directive, quant à elle, prévoit des échanges constructifs avec les parties prenantes. Plus encore, et je vous ai mis ça sur le PowerPoint, les États membres doivent prévoir des mesures appropriées pour mettre en place des échanges efficaces avec les parties prenantes. Et la directive de préciser que la consultation des parties prenantes doit intervenir aux différentes étapes de la politique de vigilance que je vous ai mentionné précédemment. Donc on voit ici une attention toute particulière portée à la procédure d'adoption de la politique de vigilance ou du plan d'action, puisqu'il est aussi dit dans la directive qu'il faut adopter un plan d'action. Sur ce point, il me semble que la transposition de la directive en droit français devrait conduire à une modification du droit français. Alors, j'en arrive au dernier point de ma présentation, la question du contrôle. Et on arrive, c'est une dimension extrêmement importante, rappelez-vous, double dimension, responsabilisation ex ante, responsabilité ex post. Donc là, on arrive à la question plutôt ex post, pas complètement, mais plutôt. Alors, il y a un domaine qui est celui du contrôle interne, c'est-à-dire fait par les parties prenantes elles-mêmes. J'en ai parlé tout à l'heure à travers le lanceur d'alerte ou à travers les actions des ONG. On le voit en France, les ONG ont un rôle vraiment primordial dans le suivi du devoir de vigilance au sein des entreprises. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller consulter le radar de la vigilance de l'association Sherpa, qui fait un point tous les ans sur les différents plans de vigilance qui sont publiés par les entreprises, sur les actions en justice qui sont menées, etc. Mais je vais m'appesantir ici plutôt sur le contrôle externe, c'est-à-dire sur le contrôle extérieur par des personnes, par des acteurs extérieurs à l'entreprise. Alors, la directive prévoit 2 types de contrôle. Un contrôle externe a priori par une autorité. Alors, ça n'existe pas dans le système français, ça a été directement inspiré par le système allemand. Dans la loi allemande sur le devoir de vigilance, il n'y a pas de responsabilité civile, mais il y a la création d'une autorité qui s'assure du suivi de la mise en place de la vigilance dans les entreprises et qui peut, à défaut de devoir de vigilance, sanctionner par des amendes une entreprise défaillante. Donc, ce modèle allemand a inspiré une partie de la directive qui prévoit donc la création d'une autorité au niveau des États et même une autorité au niveau de l'Union européenne qui coordonnerait les autorités nationales. Alors, cette demande de création d'autorité, elle a été faite par les Allemands, mais pas seulement. Par exemple, les Espagnols étaient très demandeurs de cette création d'autorité. Pourquoi ? Et les Français plutôt, enfin les ONG françaises plutôt hostiles, je vais vous expliquer pourquoi. Certains demandent la création de cette autorité parce qu'ils trouvent que c'est une instance adaptée, une institution adaptée pour suivre au sein des entreprises l'adoption de plans d'action de vigilance, de politiques de vigilance. Sur le modèle un peu, on pourrait, de l'Agence française de lutte d'anticorruption, l'AFA. Donc, certains disent, quoi de mieux qu'une autorité pour contrôler la mise en œuvre? Ce serait ce qui finalement favorise l'aspect prévention du devoir de vigilance. Pourquoi les ONG françaises étaient plutôt hostiles? Parce qu'elles craignent que l'intervention d'une autorité ex ante paralyse le juge s'il est saisi
d'une action en responsabilité si un dommage intervient dans un contrôle a posteriori. J'y reviendrai, mais ayez déjà ça à l'esprit, il y a cette crainte que si un plan est validé par une autorité, un juge osera-t-il a posteriori considérer que l'entreprise dominante qui a un plan de vigilance validé par une autorité a fauté, c'est-à-dire n'a pas rempli son obligation de vigilance. On a donc peur que le contrôle a priori d'une autorité puisse venir paralyser, et j'en viens au contrôle a posteriori, qui est donc l'action à responsabilité, même s'il est bien précisé dans la directive qu'en aucun cas la création d'une autorité doit venir limiter la possibilité d'agir en responsabilité. Je me permets d'insister sur un point. Ici, il s'agit bien de l'action en responsabilité lorsqu'une incidence négative est intervenue, l'action en responsabilité de la victime contre la société dominante, non pas contre, par exemple, l'employeur direct, qui serait le donneur d'ordre, qui serait une filiale ou un sous-traitant, pardon, mais une action en responsabilité contre la société dominante pour faute de vigilance. Pour faute de vigilance. Alors, il convient, au moment de la transposition, de réfléchir à l'articulation de ce contrôle a priori qu'on va devoir mettre en place et de ce contrôle a posteriori, dont je signale que pour l'instant, en droit français, il n'a pas donné d'arrêt majeur. Nous sommes 7 ans après l'adoption de la loi et pour l'instant, le contentieux sur le devoir de vigilance s'est embourbé dans des questions procédurales qui ont été soulevées à des fins stratégiques, c'est de bonne guerre. Mais donc on a eu 3 ans de contentieux pour déterminer quelle est la juridiction compétente, jusqu'à ce que le législateur intervienne pour dire qu'il y a la compétence exclusive du TJ de Paris et de la Cour d'appel de Paris, qui a créé, les 2 juridictions ont d'ailleurs créé des chambres dédiées au devoir de vigilance. Et puis on a eu un contentieux, on pourra y revenir dans le cadre de la discussion, mais ça relève plutôt du droit français. Simplement, pourquoi j'évoque le droit français? Pour vous dire que ce n'est pas facile, cette action en responsabilité a posteriori. Il y a déjà beaucoup d'embûches. Et donc, il faut veiller à ce que l'existence du contrôle a priori par une autorité ne soit pas une embûche supplémentaire. Pour ça, il faudra réfléchir au moment de la transposition à quel type d'autorité. Est-ce que ce sera une autorité plutôt inspirée par les autorités qui existent dans le monde des affaires? Je parlais de l'AFA tout à l'heure, qui vise plutôt à faire en sorte que les entreprises, au bout du bout, évitent la voie contentieuse, ou est-ce qu'on crée une autorité plutôt sur le modèle du défenseur des droits, une autorité qui peut venir appuyer la démarche contentieuse. Donc là, il va y avoir un débat très important sur la nature de l'autorité qui va contrôler a priori. En guise de conclusion, parce que j'ai déjà été trop long. D'abord, je pense qu'on peut dire que l'adoption de cette directive, c'est finalement le plus grand succès de la loi française. Je vous ai dit, le contentieux sur la loi française, c'est un patine. Nous n'avons pas pour l'instant de décision marquante, mais les promoteurs de la loi, dès le début, avaient cette ambition que la logique de vigilance s'étende au-delà des frontières françaises. Et bien on peut dire que l'adoption de la directive, c'est une concrétisation de cette ambition. Il me semble que la directive est marquée du sceau de l'ambivalence, comme de nombreux dispositifs juridiques. Je vous l'ai dit, il me semble que dans la directive, on voit émerger l'entreprise comme un véritable être politique. On lui reconnaît ce poids d'un être politique qui exerce un pouvoir, dont le pouvoir doit être contrôlé, un être politique dont les actions ont des effets qui n'ont rien à envier aux effets des actions des États. Et c'est pour ça que la directive européenne exige des entreprises qu'elles se placent sur la trajectoire de transition écologique inscrite dans l'accord de Paris. Mais d'un autre côté, l'entreprise est aussi considérée comme un acteur du marché européen
il y a les deux dimensions dans la directive. Un être politique, mais évidemment aussi un être économique. Ce qui transparaît, et je vous l'ai dit, une des justifications de l'intervention de l'Union ici, c'est la construction d'un marché avec une concurrence saine. Et on remarque dans la directive le poids très important de l'exigence de sécurité juridique. Et là, vous voyez, un être politique ouvre des espaces de délibération. Et on l'a vu tout à l'heure avec la construction du plan de vigilance, du plan d'action, il faut ouvrir des espaces de délibération avec les parties prenantes. Ça, c'est un côté de la directive. Mais de l'autre, il est sans cesse la directive met sans cesse l'accent sur attention à ne pas porter atteinte à la sécurité juridique dont ont besoin les entreprises. C'est pour ça qu'il faut, par exemple, privilégier certains instruments comme les clauses contractuelles. Donc là, on a une tension entre deux logiques. La directive est aussi marquée du sceau de l'ambivalence parce qu'on voit deux logiques, celle de vigilance et celle de compliance. Alors on a dans le débat français certains qui veulent établir un trait d'égalité entre vigilance et compliance. Je voudrais ici souligner la différence, à mes yeux, très forte entre les deux logiques. La logique de compliance est une logique de gestion des risques pour l'entreprise. La logique, l'entreprise déploie des instruments pour limiter les risques pour elle-même. Donc, si elle prend soin de l'environnement, c'est pour éviter d'être sanctionnée. Ce n'est pas parce que, tout à coup, l'environnement l'intéresse. Si elle ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs, c'est pour éviter le risque contentieux. Ça, c'est la logique de compliance. Cette logique de compliance donne un grand poids à l'autorégulation. Puisque si l'entreprise protège l'environnement ou protège les droits fondamentaux pour éviter un risque pour elle-même, c'est son problème en quelque sorte, si elle n'évite pas ce risque pour elle-même. Donc on laisse un grand poids à l'autorégulation. À la différence, la logique de vigilance est une logique qui mêle autorégulation et intervention d'autorités extérieures. J'en ai parlé précédemment. Et c'est ce mélange, cette articulation, qui peut faire de la vigilance un véritable outil de transformation des chaînes d'activité. Et je terminerai peut-être par quelque chose, j'aurais dû peut-être commencer par là, mais si j'avais commencé par là, ça aurait été peut-être moins clair. En anglais, la directive s'appelle due diligence. En français, on l'a traduit par devoir de vigilance. Or, d'un point de vue des idées, la due diligence, là encore, est une logique de gestion des risques, alors que le devoir de vigilance, je ne vais pas me répéter, est pour moi une logique tout à fait différente de transformation des chaînes de valeur. Alors ça a l'air anodin, mais à mon sens, pas du tout, puisqu'il va y avoir maintenant une bataille d'interprétation sur la directive, une bataille d'interprétation dans le cadre de sa transposition. Et il y a les ingrédients pour faire du devoir de vigilance un instrument puissant, mais il y a aussi les ingrédients dans cette directive pour affaiblir le devoir de vigilance. Et je terminerai peut-être par un appel à vocation. J'appelle les travaillistes, les personnes qui s'intéressent au droit du travail, à s'intéresser un peu plus au devoir de vigilance. Aujourd'hui, le contentieux sur le devoir de vigilance est principalement un contentieux de droits fondamentaux des personnes et de droits de l'environnement. On n'a qu'un contentieux jugé en droit du travail, celui de la Poste, et en chemin, on en a deux autres, Yves Rocher et McDonald's. Et c'est bien dommage parce que la seule décision intéressante, c'est la Poste. C'est la seule décision où le juge s'est montré entreprenant à l'égard enfin, non, entreprenant, ça ne va pas. C'est montré exigeant, voilà. C'est montré exigeant à l'égard des directions d'entreprise. Et il me semble qu'il l'a fait parce que c'était justement un contentieux en droit qui concernait le travail dissimulé. Il s'est senti nettement plus à l'aise. Le juge s'est senti nettement plus à l'aise dans un contentieux plus banal que le contentieux Total. Vous savez, Total Ouganda, vous avez un juge qui,
doit trancher, on lui demande de stopper un projet de milliards d'euros qui implique 3 États. On lui dit que s'il stoppe le projet, il y a des centaines de milliers de personnes qui n'auront pas d'électricité. C'est quand même beaucoup de responsabilités. Et vous voyez que là, les arguments invoqués par les entreprises portent. Ça lui permet au juge de s'accrocher à quelque chose pour ne pas s'engager sur un chemin qui est vraiment difficile. En droit du travail, le contentieux, c'est le contentieux du quotidien. C'est le contentieux du quotidien. Et donc, je pense que le devoir de vigilance gagnerait beaucoup à ce que les travaillistes s'y intéressent davantage. Merci. Et je pense que nous avons beaucoup appris et beaucoup été incités à réfléchir maintenant. Voilà, à bientôt.